Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Marie-Ève Vautrin-Nadeau et Émilie Jornet. Elles nous parlent de l'ACSM filiale de Montréal. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre amène son sujet « Aider notre enfant à vaincre ses peurs ». Notre chroniqueuse Catherine Stassin est aussi des nôtres. Son sujet « TikToker pour la santé mentale ». Bienvenue à Folie douce. La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit, à Folie douce. Je suis maintenant en compagnie de mes invités, Marie-Ève Vautrin-Nadeau. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Yvan. Bonjour, bienvenue à Folie douce. Et ainsi que Émilie Jornet. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors vous êtes toutes les deux de l'organisme l'ACSM filiale de Montréal. On va d'abord préciser ce que c'est l'ACSM, puis on aura le temps pendant l'entrevue de parler des activités, de parler de la mission, de parler de tout ça. Marie-Ève, je pense que vous pouvez répondre à la question. Donc comment on peut situer ce que c'est l'ACSM filiale de Montréal? Oui, donc ce qui est important de savoir, c'est que la CSM filiale de Montréal appartient à un réseau pan-canadien du même nom, le CMHA en fait. Ouais. Et c'est un réseau qui est centenaire. Au Québec, on a la division là, qui existe depuis 60 ans, en fait. Et donc vraiment, au niveau de la collectivité montréalaise, la filiale, en fait, qui existe depuis maintenant 44 ans. Oui. Et qu'est-ce que ça signifie, les lettres ACSM? Oui, alors ACSM, c'est pour Association canadienne pour la santé mentale. Et donc, un long historique, évidemment, est arrivé, probablement même avant la fameuse désince, là, où il y a eu les gens des hôpitaux psychiatriques qui ont été comme remis un peu dans la société. Donc, il y avait certainement un besoin de ce côté-là. Quelle est la mission comme telle de la CSM? Comment on peut la décrire? Oui, en fait, la mission de la CSM filiale de Montréal, c'est vraiment d'agir en promotion de la santé mentale, on va dire la santé mentale positive, donc tout ce qui est facteur de protection, en fait, et de faire aussi de la prévention, donc pour vraiment prévenir l'apparition de problèmes de santé mentale, encore une fois, en agissant sur les facteurs de protection. Oui, et en joignant toutes sortes de clientèle aussi, là, parce que c'est un peu votre mandat. Il y a beaucoup de communication aussi dans votre mandat, je pense. Tout à fait. En fait, on a une mission, comme je viens de la nommer, de promotion et de prévention. Ouais. Et ça se décline donc en 3 axes d'action. On a vraiment donc tout l'aspect information, transfert de connaissances. Donc, on a des conférences, on a des formations. Toujours dans un souci, en fait, d'apporter l'information nécessaire à différents acteurs. On a aussi un volet qui est plus de l'ordre de la sensibilisation, en fait. Ouais. Et là, on connaît bien la semaine de la santé mentale, donc qui est vraiment au début du mois de mai, en fait, et qui revient annuellement. Exactement. Donc ça, c'est lié au réseau pan-canadien aussi. Donc évidemment qu'on porte également, là, on se mobilise là, dans le contexte de cette semaine-là, qui est vraiment, c'est un événement majeur de sensibilisation et ça rejoint un très grand public. Donc, vous parliez de différents publics, là. Effectivement, dans ce contexte-là, c'est vraiment un public très, très diversifié. Toujours mettre l'action, en fait, sur la santé mentale positive. Et depuis longtemps, cette semaine-là existe, ça fait très longtemps. Oui, ça fait très longtemps, effectivement. En 2021, donc, c'était vraiment l'accent... 2022, pardon, c'était sur l'empathie. Okay. Donc, il y a toujours une thématique, là, qui est là, à chaque année. Et c'est toujours dans un souci, justement, d'amener une discussion autour de la santé mentale avec cet accent-là positif. Parce que, historiquement, la santé mentale a été associée beaucoup à la maladie. Donc, on rejoint, en fait, une perspective positive qui est aussi holistique, en fait. Exactement. Je n'ai pas mentionné tantôt, d'ailleurs, Marie-Ève, vous êtes conseillère aux communications et relations publiques chez la CSM, donc pour définir un peu plus votre rôle. Oui. On a présenté tantôt Émilie Jornet, donc qui est directrice des programmes. Comment on peut présenter, en fait, les programmes et les activités chez la CSM Montréal? Oui, tout à fait. Donc, les programmes mis en place à la CSM filiale de Montréal sont en fonction des différents publics que nous rejoignons. Donc, on a un volet qui va être axé grand public. On va avoir des programmes dans notre volet jeunesse aussi, avec des activités pédagogiques dédiées à parler santé mentale avec les jeunes. On va avoir un volet axé sur les aînés aussi, donc pour
avec des conférences pour les personnes qui travaillent avec les aînés ou pour les aider. Là. Plus ciblées, exactement, en fonction des problématiques vécues par ce type de population. Et également, un volet qui va être axé sur la santé psychologique en milieu de travail pour les entrepreneurs et les entrepreneurs solos et les travailleurs autonomes, avec des ateliers aussi qui sont mis en place pour sensibiliser cette population aux enjeux. C'est un peu nouveau ces années-ci. Avant ça, on parlait un peu un message global à tout le monde, mais on s'est rendu compte, toutes les organisations se sont comme un peu plus spécialisées, pour rejoindre les bonnes clientèles. C'est un peu ça. Là. Ben, tout à fait, c'est important d'aller rejoindre les clientèles en fonction de leur spécificité, de leur réalité vécue, pour pouvoir adapter justement les stratégies, les facteurs de protection à mettre en place en fonction de ce qui est vécu par ces populations. Donc, on a aussi des webinaires pop-up qui vont venir aller parler de réalités encore plus précises, où on invite des experts à venir parler de vraiment de sujets en promotion de la santé mentale pour des populations, des minorités aussi qui sont très présentes dans la communauté montréalaise pour que tout le monde puisse être rejoint par nos programmes. Qu'est-ce qui a été dans vos... C'est une question qui est bien comme ça, mais qu'est-ce qui a été un peu la motivation dans vos deux cas pour joindre une association? Parce qu'il faut quand même vouloir travailler à cette cause-là. Donc peut-être, Émilie, est-ce que... Moi, j'ai un parcours dans le milieu communautaire. Ça fait 15 ans que je travaille dans le milieu communautaire montréalais. J'ai été beaucoup engagée dans des projets dans la lutte contre la pauvreté et le dépannage alimentaire, donc tout ce qui est en lien à la sécurité alimentaire. Et ensuite, j'ai été dans un projet en persévérance scolaire. Donc, ça m'a vraiment amenée à rencontrer diverses populations qui pouvaient justement être en prise à des enjeux de santé mentale ou qui, en tout cas, cumulaient plusieurs facteurs de risque. Donc, c'est ce qui m'a amenée à vouloir travailler à la CSM filiale de Montréal pour justement apporter, c'est ça, mon soutien, mon apport à la lutte contre la stigmatisation de la santé mentale, toujours, bien sûr, et aider à informer, éduquer la population pour pouvoir prendre les actions pour arriver à maintenir sa santé mentale. Et ce qui est très drôle, c'est que moi, j'ai commencé 2 mois avant que la pandémie, en 2020, que la pandémie arrive, donc en plein cœur des débats de toutes... parce que la pandémie a vraiment mis en lumière la santé mentale. Absolument. Donc, on en ressent encore des effets aujourd'hui. Totalement. Donc, ça a été... un moment assez intense. Tout à fait. Et dans votre cas, Marielle, qu'est-ce qui fait que vous avez joint la CSM? Oui, alors moi, j'ai joint la CSM. Je vais continuer. Donc, Émilie a parlé un peu de son historique à la CSM filiale de Montréal. Je vais prendre la balle au bon, comme on dit. Et donc, moi, je suis arrivée vraiment au mois de janvier. Donc, mois de janvier 2023. Voilà, exactement. Et pourquoi, en fait, pourquoi rejoindre la CSM? Moi, je suis engagée pour cette cause-là de la santé mentale depuis, je dirais, 2019. Donc, c'est récent, mais pas récent en même temps. Le cheminement était peut-être là avant de rejoindre. Exactement. Avant, c'est-à-dire de s'intéresser à ça, là, récemment. Oui. En fait, avant de s'engager, avant d'avoir envie de me joindre aussi au secteur communautaire, puis de poser des gestes plus concrets, de voir un peu c'est quoi les réalités aussi concrètes du terrain, autant les réalités d'intervenants, intervenantes, que de celles des personnes, en fait, qui vivent avec différents enjeux de santé mentale. Un intérêt aussi pour la santé mentale positive, donc pour cette approche, en fait, qui, je crois, aide à la déstigmatisation. Donc, c'est sûr que ça m'habitait là, bien avant d'arriver à la CSM et j'ai eu envie de me joindre à l'équipe parce que je crois à la communication pour la santé, en fait, et dans ce cas-ci, vraiment la communication pour la santé mentale. Donc, je pense que les campagnes de sensibilisation peuvent avoir vraiment un impact durable. Aujourd'hui, on est invité à parler de santé mentale. Encore faut-il avoir les mots pour le faire. Et je pense que c'est important, justement, qu'il y ait des acteurs comme la CSM. En fait, la CSM permet aussi d'ouvrir cette conversation parce que effectivement, il y a des mots, des approches qui peuvent être utilisées pour rendre ce discours-là, cette conversation-là possible. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là. Je pense que la communication pour la santé, ça passe
aussi bien par des campagnes que justement des formations. Donc, tantôt, je parlais de cet axe-là, vraiment là, cet axe d'information, transfert de connaissances. Ça aussi, je trouve que c'est un axe très, très important et je m'y intéressais bien avant en étant dans le milieu universitaire. Oui. Et Émilie, est-ce que le fait que vous fassiez partie, la CSM filiale de Montréal, d'une organisation qui est pan-canadienne, est-ce qu'il y a quand même des différences entre les différentes organisations? Est-ce que vous est-ce que vous faites le même type d'activité que d'autres feraient, je sais pas, en Alberta ou ailleurs, en Ontario, là? La filiale de Montréal a vraiment un axe uniquement axé sur la promotion de la santé mentale. Okay. À travers les différentes autres divisions ou filiales à travers le Canada, il peut y avoir des implications différentes, des implications des fois plus portées en intervention, en suivi psychosocial auprès de la population, ce que ne fait pas la CSM filiale de Montréal, qui a, pour différentes raisons, on a quand même la réalité au Québec et à Montréal plus particulièrement, c'est d'avoir un réseau communautaire très riche et très vaste, très diversifié, avec des organisations sur le terrain qui vont porter des causes bien spécifiques en lien avec les enjeux de santé mentale, donc qui sont gardées et maintenues. Nous, on va vraiment orienter nos actions uniquement en promotion de la santé mentale pour faire partie de ce réseau et être plus fort aussi dans notre mission qui est vraiment axée sur un point précisément. Et ça fait quand même, c'est assez récent que vous êtes arrivé, mais est-ce que vous savez si la CSM a beaucoup évolué, a beaucoup changé à travers les années? On parlait de plusieurs années quand même d'historique. Oui. Marie-Ève, est-ce que vous savez disons qu'il y a eu comme une évolution, mais dans une direction particulière? Là, pour, en fait, à la CSM, à la filiale, il y a toujours eu, en fait, cette couleur-là de promotion. Depuis longtemps, c'est ça. Exactement, c'est dans l'ADN même de la filiale. Donc, ça, c'est important de le nommer. On est fidèle à vraiment à cette orientation-là depuis 44 ans. Donc, je pense que ça permet aussi aux citoyens, aux citoyennes, donc aux personnes qui sont touchées. D'ailleurs, on a en moyenne, là, dans l'année 2021-2022, rejoint quand même quelques 5000 personnes. Donc, on joint des gens, différentes personnes avec nos différents volets, là, ce dont a parlé Émilie. La mission est bien en ligne avec les besoins de Exactement. Donc, ça permet aussi aux gens qui nous suivent de bien nous connaître et de savoir que, OK, mais c'est ce type d'action-là, finalement, qu'on porte et finalement de faire partie d'un réseau, comme Émilie l'a dit, qui est quand même fort. Donc, il y a quand même plusieurs organismes. En terminant, il reste quelques secondes seulement. Oui. Est-ce qu'on peut mentionner les infos pour en savoir plus, si on veut voir où est-ce qu'on vous endette, les activités en temps réel, etc. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que c'est mieux le site web ou les plateformes de réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on peut chercher? Moi, je dirais que effectivement, le site Internet de la CSM, c'est quand même une vitrine importante. Qui amène vers tous les autres environnements, là? Oui, mais c'est pas le même type de relation. Donc, le site, c'est sûr que sur le site, on va voir c'est quoi nos différents programmes. Donc, on a aussi notre blog qui est publié là, sur une base mensuelle. Et quel est l'URL? Alors, c'est acsm-montréal.qc.ca. Merci beaucoup. C'est déjà tout. On a parlé, on vous reviendrait. Il y a certainement beaucoup d'activités, beaucoup de choses à parler encore. Merci beaucoup, Marie-Ève Vautrin-Nadeau et Émilie Jornet. Merci et bonne continuation. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Folie Douce est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie Douce Radio et venez nous voir. C'est maintenant le moment du segment Espresso. Alors Pierre, aujourd'hui, ton sujet, aider notre enfant à vaincre ses peurs. Oui, exactement. D'après un article que j'ai trouvé sur Internet, sur le site psychologie.com. C'est un site français que je vais visiter à l'occasion parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets à aborder. Alors, on sait qu'il peut y avoir beaucoup de peurs, surtout les jeunes enfants, entre autres. Oui. Le titre de l'article est « Comment aider votre enfant à vaincre ses peurs ». Et c'est écrit par un monsieur du nom de Mathieu Blard, qui est journaliste et auteur. Alors, ce monsieur nous dit « Loup sous le lit, ombre, peur de la mort, les enfants sont confrontés à de nombreuses craintes à tous les âges. En tant que parents, il est souvent bien difficile de les apaiser. Voici 6 peurs courantes décryptées et les conseils de Mme Isabelle Filiosa, qui est psychothérapeute
pour les rassurer. Alors, premièrement, il y a la peur des ombres dans ma chambre. Ça touche les petits âgés de 3 et 4 ans surtout. On nous dit à chaque fois, à l'heure du coucher, c'est la même histoire. Dès la lumière éteinte, les ombres se mettent à danser autour de lui et il s'imagine qu'elles lui veulent du mal. Immédiatement, les pleurs se font entendre et vous accourez dans la chambre pour le rassurer et rallumer sa petite lampe. Madame Filiosa nous dit à cet âge-là, tous les enfants traversent ce genre de peur. Madame Filiosa est auteure de l'ouvrage, en passant, Les cahiers Filiosa, mes peurs, amis ou ennemis. Elle continue en disant qu'ils construisent leur imaginaire et se font de petits films. Dans leur chambre, les nounours, leurs jouets ou leurs commodes prennent forme et deviennent des monstres terrifiants. Ces dessins où l'on peut visualiser 2 formes différentes fonctionnent comme des figures ambivalentes, ajoute la spécialiste. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont vu quelque chose qui leur fait peur, ils ne parviennent plus à se détacher de cette image. D'où les cris avant de dormir et la veilleuse allumée toute la nuit. Pour le rassurer, aidez-le à identifier la cause des ombres. Ça peut être un coussin, une peluche. Apprenez-lui à éteindre et allumer la lumière pour se rassurer. Vous pouvez aussi jouer avec lui aux ombres chinoises en créant des figures contre le mur avec les mains à l'aide d'une bougie ou une lampe. Ainsi, plutôt que de se faire des idées, l'enfant pourra comprendre la cause des ombres qui l'inquiètent et il ne les craindra plus. C'est un bon truc, ça, finalement, de jouer. En même temps, ça dédramatise la chose. Hein. Oui, mais je me dis, il faut être habile à faire des ombres chinoises. Ouais, c'est pas trop difficile. C'est un chien, là, un berger allemand de côté, là, c'est assez facile. Oui, moi, je suis capable de faire aussi une tête de tyrannosaure. Ah ouais, ou même une espèce de... ouais, effectivement. Deuxième peur, la peur du style « il y a un monstre sous mon lit » qui touche encore une fois les petits de 3 et 4 ans. Ne me laisse pas tout seul, maman, sinon le loup va sortir de sous mon lit et venir me manger. Chaque soir, après l'histoire, il est terrorisé. Vous devez vérifier avec lui à plusieurs reprises sous le matelas, dans les armoires, qu'aucune créature maléfique ne va venir lui faire du mal. C'est l'imaginaire de l'enfant qui fonctionne à plein régime. En réalité, les monstres sont liés aux émotions réprimées dans la journée, décrypte pour nous Mme Isabelle Filiosa. Prenons l'exemple d'un enfant très en colère contre sa sœur, qui lui a volé un jouet. Il peut se retenir d'exprimer cette colère, car ses parents ne la supportent pas. Il se sent alors méchant et cette bête imaginaire lui fait du mal, car elle représente un sentiment négatif. Pour le rassurer, face à un monstre récurrent qui peut prendre diverses formes, proposez à l'enfant d'exprimer tout ce qu'il a ressenti dans la journée à travers un dessin. Vous pouvez également lui demander d'ébaucher la créature et le faire interagir avec elle. C'est un moyen d'apprivoiser la bête et par extension l'émotion. Enfin, pour le rassurer, fabriquez avec lui un petit spray à monstre qu'il pourra mettre sous son oreiller et qui lui permettra de se défendre la nuit. Ces astuces permettent de lui donner du pouvoir. Un spray à monstre. Ouais, ça, je connaissais pas ça. Non, ben, c'est effectivement d'avoir un pouvoir, un peu comme tantôt, d'ouvrir, fermer la lumière par l'enfant. C'est ça, c'est de prendre le contrôle de ses peurs. Oui. Troisième peur, la peur du style « Maman, un jour, tu vas mourir ». Encore, qui touche les enfants de 4 ans surtout. La question est tombée comme un couperet. Stupéfaite, vous n'avez su que répondre. Vous craignez de l'inquiéter. Une réaction bien légitime qui pourtant risque de faire peur à votre enfant. Aux alentours de 4 ans, nous prenons conscience que la vie n'est pas si simple, nous dit Mme Filiosa, alors qu'auparavant, nous nous sentions protégés par les parents. Cela crée une crainte qu'il faut éviter de transformer en peur en éludant l'interrogation. Ces questions sont naturelles et font partie du développement normal d'un enfant. Pour le rassurer, souvent les parents cherchent à apporter une réponse. Privilégiez plutôt les questions pour comprendre son inquiétude. L'objectif est de permettre à votre enfant de s'exprimer, de mettre des mots sur un concept très abstrait. Vous pouvez lui demander « Qu'est-ce que la mort pour toi? Qu'est-ce qui t'a fait le plus peur quand tu penses au fait que je pourrais mourir? » En réfléchissant, l'enfant active des ondes de son cerveau qui ne sont plus liées à la peur.
De plus, ce n'est qu'en écoutant ce qu'il veut nous dire que nous pouvons pénétrer son cœur. 4e peur. La peur du style « j'ai peur de partir en colonie de vacances » ou ce qu'on appelle en camp de vacances aussi. Ben, c'est un peu l'inconnu dans ce cas-là. Oui. Moi, j'ai vu mon neveu, quand il était jeune, avoir peur de partir. Parce qu'ils ne savent pas trop à quoi s'attendre puis qui ils vont rencontrer là. Justement, oui. Alors, Mme Filiosa nous dit « Quand vous l'avez inscrit, il était tout content de partir à la mer. » Mais je vais m'arrêter ici, Yvan, et je continuerai un peu plus tard. On poursuit, bien sûr. Ben oui, comme à notre habitude, plus tard à l'émission. Donc, aider notre enfant à vaincre ses peurs. À venir dans l'émission, Catherine Stassin nous présente sa chronique TikTokée pour la santé mentale. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Aider notre enfant à vaincre ses peurs ». Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, première émission radio francophone sur la planète démystifiant la santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. C'est avec bonheur que je reçois Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Alors aujourd'hui, une nouvelle chronique de ta part, toujours en relation avec la santé mentale. Cette semaine, TikTokée pour la santé mentale. Oui, on va parler de TikTok, ce fameux réseau social. Donc c'est un média qui permet d'enregistrer des courtes vidéos. Bon, la durée s'allonge un petit peu maintenant. Mais en général, ce sont des courtes vidéos de 5 à 15 secondes, des fois un tout petit peu plus, et où les gens se filment et se mettent en scène quelque part. C'est vraiment un média qui va toucher une tranche d'âge assez jeune. Beaucoup pour le divertissement, plus. Pour le divertissement, mais jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Mais il y a des gens qui, sachant que ce public-là pouvait être touché par TikTok, ont utilisé et utilisent TikTok pour communiquer et informer sur la santé mentale. Maintenant, ce qui existe aussi, c'est des jeunes qui se mettent en scène et qui témoignent de leur santé mentale. Donc, en quelques secondes, ils se filment et ils disent quelque chose sur leur santé mentale. Alors, il y en a qui sont devenus très, très connus maintenant, des jeunes, et il y a des professionnels aussi qui sont connus. Malheureusement, il y a évidemment, entre ces deux éléments qui peuvent être intéressants, pourquoi pas, c'est un moyen de communication comme un autre. Oui. C'est un autre format. C'est un autre format, c'est du visuel. Et même sur la vidéo, les gens ajoutent souvent du texte. C'est-à-dire, ils mettent une petite bandelette qui se déroule et qui répète de manière écrite ce qu'ils sont en train de dire ou les éléments principaux. Donc, c'est vraiment aller capter l'attention de la personne par le visuel et aussi par le texte qui est même répété par des petites bandelettes. Maintenant, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses à dire sur ce média social en tant que moyen pour la santé mentale. Alors, tout d'abord, évidemment, on peut prendre deux exemples très connus. C'est que le hashtag BPD, donc le trouble bipolaire de la personnalité limite, pardon. Le mot-clic qu'on appelle. Voilà. Le hashtag mot-clic. Le hashtag mot-clic, merci. Eh bien, il a atteint déjà plus de 6 milliards. Imagine. Donc, ce qui est rassemblé comme élément sous cette en-tête-là, c'est 6 milliards de publications, de clics. De clics de personnes qui vont les voir. D'accord. Et pour le TDAH, un autre exemple, il y a déjà plus d'1,5 million. 1,5 milliard, excuse-moi, 1,5 milliard de vues. Oui, ça va. C'est fou, hein. Bon, c'est sûr qu'on parle beaucoup de TDAH maintenant, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que donc,
il y a un besoin quelque part. Les gens ne vont pas cliquer juste comme ça pour faire plaisir à quelqu'un. Ils vont voir parce que dans le fond, il y a un certain besoin. Ils vont aller découvrir quelque chose. De démystifier, de mieux comprendre. Voilà. Sinon, il n'y aurait pas autant de vues. C'est ça. Okay? Puis c'est un réseau qui est quand même implanté mondialement, qui est originaire de Chine, mais qui est pas mal répandu, tout comme les autres réseaux. C'est mondial. Quand on regarde TikTok, on voit des choses de l'Amérique latine, on voit beaucoup de choses d'Afrique, d'Asie, de partout. Évidemment, l'Amérique du Nord et l'Europe ne sont pas en reste, avec l'Australie également. Ouais. On voit vraiment que c'est une source d'information privilégiée chez les jeunes. Ouais. Vraiment du jeune pré-ado à l'ado. Et ça prend plusieurs véhicules, finalement, pour faire comprendre la santé mentale à plusieurs populations. T'sais. Fait que c'est, dans le fond, la multitude des réseaux puis des formats, c'est gagnant là, pour la santé mentale. Oui, parce qu'en plus, même si on ne comprend pas tout, on peut aller chercher... parce que la plupart sont en anglais. Donc même les gens, évidemment, il y a des gens qui le font purement en chinois ou en mandarin ou d'autres langues, mais je veux dire... en général, la majorité, ça peut être un problème, oui et non, c'est en anglais. Mm-hmm. C'est-à-dire que les gens dont ce n'est pas la langue première vont essayer même de faire des TikTok en anglais aussi. Et ça, du coup, ça élargit le bassin. Et quand vous cherchez le bassin de population, de clients, disons, de gens qui vont les visionner. Ouais. Et quand les gens cherchent par mots-clés, donc ils vont dans le moteur de recherche de TikTok et ils cherchent un sujet qui les intéresse. Exemple, dépression, troubles bipolaires, quelque chose d'autre, ils peuvent le mettre en français et ils vont trouver des éléments en français. Ils peuvent même ajouter Québec, dépression. Et ils vont trouver des éléments faits au Québec sur la dépression, souvent encore en anglais, mais il en existe en français, j'en parlerai dans quelques minutes. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? C'est important de dire de se préparer en effet que la majorité, il n'y a rien à faire, c'est en anglais. Et il y a aussi des choses qui sont devenues très populaires, comme des ados qui osent parler de leur santé mentale et qui trouvent là vraiment un exutoire pour aller mieux. En tout cas, au moins pour pouvoir en parler. S'ils ne consultent pas, des fois ils consultent aussi, mais il se trouve un monde autour d'eux qui les encourage. Ça reste que en fait, c'est le même ADN. Je ne veux pas être prétentieux en disant ça, mais c'est le même ADN que Folie Douce. Hein. On s'est dit au départ, quand les gens vont parler de leur santé mentale, certains invités, là, ça va leur faire un bien de partager. Fait que c'est un peu ça qu'on partage. On partage par les ondes, mais partager par le web, c'est... Tout à fait, c'est ça, le moyen de communication qui fonctionne et qui est adopté par une population. Ouais. Et ici, il est totalement adopté et intégré par les jeunes dans leur quotidien. Du coup, il y a vraiment moyen d'aller les chercher. Maintenant, je mets des petits bémols avant de revenir sur du positif. Ouais. Il y a vraiment des bémols. Hein. Il faut faire très attention, surtout en matière de santé mentale. Mmh. Bon, il y a toutes sortes d'autres contenus, mais en matière de santé mentale, on fait très attention à la désinformation. On fait très attention à qui on a affaire. Est-ce que c'est vraiment un professionnel qui me parle? Est-ce qu'il dit, oui, je suis psychologue, je suis psychothérapeute, vous allez voir sur le site des psychologues du Québec, vous vérifiez, et si lui est vraiment professionnel, il va le dire dans une de ses vidéos, il va le mentionner que c'est un professionnel reconnu. Peut-être mentionner même son numéro Pourquoi pas? Je n'en ai pas trouvé qui faisait ça. Je ne vais pas regarder évidemment tous les TikTok. Pour valider là, que c'est quelqu'un qui est reconnu. Je pense que quelqu'un qui veut être accepté et qui n'a pas de problème à être reconnu comme professionnel et qui veut aller donc être reconnu dans la communauté des jeunes, aidé également, il peut très bien d'emblée commencer son TikTok par quelque chose de visuel qui signale il ne doit pas en parler, mais sur sa petite vidéo, il peut mentionner en effet qu'il est bien à l'ordre des psychologues ou qu'il est bien un autre ordre, d'accord? Il y a des psychiatres aussi qui sont même sur TikTok, des pédiatres, etc. Vous avez tous compris que le plus grand danger ici, c'est la désinformation. C'est ne pas aller prendre pour cash de l'information qu'on vous donne. Quelqu'un qui fait un témoignage, attention, si c'est quelqu'un d'hyper négatif, faites attention, connaissez votre santé mentale à fond, ayez du support, n'allez pas regarder uniquement des choses dramatiques non plus. Il y a un danger évidemment à regarder que de la désinformation et des témoignages qui ne sont pas
équilibré, c'est-à-dire où quelqu'un va pas dire, mais voilà, je suis dans telle situation, mais dans le fond, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, ou moi, même si mes vidéos, je parle que de choses qui ne vont pas bien, ben, dans le fond, il y a d'autres gens qui ont le même problème, où ça va mieux, etc. Donc, il faut faire très attention à ça. Il faut démêler, évidemment, le vrai du faux, et il y a aussi, et là c'est évidemment dans les dangers, il y a des psychiatres évidemment qui eux aussi dénoncent, qui n'aiment pas TikTok parce qu'ils disent justement comment peut-on savoir à qui on a affaire, on lance une vidéo là, on ne sait pas comment elle va être reçue, quel est l'état de la personne. Ça peut être une phrase qui nous paraît anodine, mais elle va être mal reçue par la personne. Donc il y a des professionnels de la santé mentale qui ne veulent pas utiliser TikTok. Donc ça, c'est vraiment une question de point de vue. C'est à savoir dès le départ, en tout cas. Et probablement que ça va évoluer comme la plupart des réseaux sociaux. Tu sais, c'est un plus jeune réseau social, là, TikTok. Puis, comme dans n'importe quoi, il y a comme il y a une maturité qui va à ce niveau-là aussi, au niveau de la santé mentale. Bon, c'est sûr. Comme sur Twitter, il y a des gens qui disent des tas de choses. Ça servait à un moment un petit peu à déverser de la haine, à déverser beaucoup comme ça. Spécialement sur Twitter, il y a beaucoup de... Voilà. Je pense que là, il y a une vigilance pour les parents, en tout cas, ou pour les amis de gens qui ont des problèmes de santé mentale, qu'il y ait un certain équilibre, et aussi qu'il n'y ait pas d'autodiagnostic. Parce que le psychiatre, justement, qui dénonçait, il parle que les gens arrivent souvent dans leur cabinet et qui disent, écoute, ah oui, mais je connais... ils font l'autodiagnostic avant que lui-même ait dit quelque chose lu sur la question, c'est ça. Une des pires choses à faire. Une des pires choses à faire en général. Une des pires choses, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il ne faut pas toujours... Bon, je pense qu'on va voir un professionnel, on lui fait confiance, on le laisse faire son travail. Mais il y a beaucoup de gens qui vont simplement s'autodiagnostiquer en regardant maintenant du TikTok. Ouais. Oui, ils vont voir des sites, etc. Mais les jeunes, ils vont beaucoup sur du TikTok et disent « Oh, elle parle de ça. Oh, mais moi, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. » Et puis, il peut arriver à des conclusions qui ne sont peut-être pas les conclusions, évidemment, d'un professionnel. Oui, c'est sûr. Puis un vrai diagnostic, ça reste un vrai diagnostic. Puis chaque personne est différente. Alors, il faut faire attention, effectivement. Voilà. Donc ici, prudence. Maintenant, on va retourner aux belles choses quand même, parce que c'est extraordinaire comme un outil pour témoigner. Un outil de témoignage vraiment fabuleux pour des jeunes à qui on ne donne pas toujours la parole. De temps en temps, on les voit dans un vox pop à la télé ou à la radio, mais dans les médias classiques, on ne voit pas énormément de jeunes dans les nouvelles, etc. Donc, c'est vraiment pour eux, ils prennent la parole et ils témoignent. C'est accessible. Ça démocratise l'accès au... Il faut un téléphone et c'est tout. Donc, on peut enregistrer ça comme ça et puis on va mettre ça en ligne, d'accord? Donc, témoigner. Et il y a même des jeunes aussi qui donnent des informations. C'est là qu'il faut être très prudent, évidemment. Un jeune qui donne des trucs et astuces n'est pas un professionnel, d'accord? Donc, on va rester très prudent. Les professionnels, certains en tout cas, ont choisi TikTok et ont leur compte régulier. Vous pouvez aller voir, je donnerai des références. Sur TikTok, ils veulent informer. Donc, ils ont vraiment comme une petite entreprise qui gère et qui produit des vidéos sur TikTok sur plusieurs sujets. Ils parlent aussi bien d'angoisse, de boulimie, de toutes sortes de problématiques et ils donnent des conseils, d'accord? Alors, évidemment, on reste prudent, on fait attention à ne pas faire des généralités, on fait attention à ne pas aussi à l'autodiagnostic, d'accord? Et on se dit aussi que, moi je trouve que c'est un moyen idéal pour réveiller peut-être un petit peu l'information publique dans les ministères et pour qu'ils se rendent compte que les jeunes, c'est très important d'aller les rejoindre. Si on arrive il y a d'autres à façons. Oui, il y a d'autres véhicules, il y a d'autres façons, des fois, pour plus rapide, voilà, peut-être. Ils peuvent faire court. du TikTok pour aller rejoindre les jeunes en santé mentale. Ouais. Quoi de plus facile pour aller les rejoindre et pour faire de la prévention parce que j'ai vu beaucoup de choses privées, j'ai pas vu beaucoup de TikTok publics. Je trouve que ce serait vraiment un moyen idéal pour aller chercher et les informer parce qu'un jeune qui est bien informé sur la santé mentale, il pourra aller chercher de l'aide, il pourra aller chercher les bonnes personnes et pas se nourrir de n'importe quoi. Exactement. Parce que
Google, c'était référencé, il y avait des listes, il y avait les professionnels. On pouvait se fier à une liste de professionnels, dans le fond, quelque part. Mais là, TikTok, il n'y a pas d'annuaire ou de choses comme ça. Donc, c'est vraiment faire confiance à son esprit critique et aller voir les références que j'ai données, les coordonnées. On va les mettre sur le site web antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie Douce, donc sur TikTok pour la santé mentale. Merci beaucoup, Catherine Stassin, pour cette chronique. Et puis, on va suivre ça. Merci. Voilà. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Folie Douce, c'est l'émission qui vise l'authenticité et se vend de fraîcheur quand il est question d'information en santé mentale. On poursuit maintenant avec le segment Espresso allongé et le même sujet, aider notre enfant à vaincre ses peurs, Pierre. Oui, d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Comment aider votre enfant à vaincre ses peurs ». C'est sur le site français psychologie.com et c'est écrit par M. Mathieu Blard, qui est journaliste et auteur. Alors, on nous propose un certain nombre de peurs, en fait 6 peurs courantes qui sont décryptées chez les enfants. Et c'est Mme Isabelle Filiosa qui est psychothérapeute, qui nous raconte, qui nous donne des trucs. Des bons trucs à date dans la première partie. Tu nous as mentionné des choses qu'on ne pense pas toujours, faciles à mettre en place. Oui. Alors, la 4e peur, c'était la peur de style « J'ai peur de partir en colonie de vacances ». Ça concerne de 5 à 12 ans, soit un peu plus vieux. Alors, quand vous l'avez inscrit, il était tout content de partir à la mer avec d'autres enfants de son âge. C'est vrai que parfois, entouré d'adultes, il s'ennuie un peu en vacances. Mais depuis quelques jours et l'approche du départ, il a peur de quitter la maison. C'est une anxiété plus qu'une peur, nous dit Mme Isabelle Filiosa. C'est ce qui nous permet à tous, même adultes, de nous préparer à quelque chose. L'enfant imagine tout ce qui risque de se passer. Le bus peut tomber en panne, il peut ne pas parvenir à dormir, se retrouver tout seul. Ces scénarios l'angoissent beaucoup. Pour le rassurer, il faut lui dire que tout va bien se passer est inutile. Dans ce cas, le jeu du « et si » est souvent magique, car il permet d'accompagner son anxiété. Par exemple, s'il a peur de se blesser, vous pouvez commencer à lui poser les questions suivantes et lui demander d'y répondre « Et si tu te cassais la jambe? » Alors celui-ci pourrait répondre par exemple « J'irai à l'hôpital. » Ensuite, on lui demande « Et si tu allais à l'hôpital? » Alors il répondrait sûrement « On me soignerait. » Et ainsi de suite. Souvent, la discussion se termine dans un éclat de rire. Si l'angoisse persiste, vous pouvez conclure le jeu en lui demandant « Et si ce qui t'inquiète n'arrivait pas? Et si ça se passait bien? » C'est un moyen pour l'enfant de comprendre qu'il doit prendre le risque de ces dangers pour passer de beaux moments. Peut-être ce qui les effraie ou ce qui les ennuie un peu, c'est peut-être aussi de se retrouver avec des gens qui ne connaissent pas vraiment. Tu sais, des fois, ça paraît, ils quittent le nid familial, ils s'en vont voir d'autres enfants. Donc, exactement, oui. Ça peut sûrement faire monter un peu l'anxiété. Oui. Une autre peur, la peur numéro 5, la peur de style « J'ai peur des insectes ». Encore une fois pour les 5 à 12 ans. Si beaucoup d'enfants sont fascinés par le monde minuscule des arthropodes, qu'ils peuvent passer des heures à les observer dans les buissons, dans l'herbe, sur les fleurs, d'autres ne peuvent en croiser un sans hurler de terreur. Dans notre société et dans les villes notamment, nous avons de moins en moins de contact avec les insectes, commente Mme Filiosa. Beaucoup de craintes des enfants sur des contagions. Il suffit qu'un nounou ou un proche ait bondi à la vue d'une araignée pour que l'enfant s'affole à la vue des insectes. Ça, je me suis toujours posé c'est quoi la source? Est-ce que effectivement c'est l'environnement ou c'est la personne elle-même? Peut-être. C'est ça. Moi, quand j'étais petit, c'était les vers de terre qui me dégoûtaient. OK, puis là, aujourd'hui, c'est le cas. Il me dégoûte encore. T'es capable d'aller à la pêche quand même? À peine. Ah, OK. Les araignées, ça me faisait moins peur. Ouais. Alors, pour le rassurer, vous pouvez éduquer votre enfant à la nature. Montrez-lui à quoi ressemblent les insectes dans les livres, sur Internet, puis dans la forêt. L'objectif, petit à petit, c'est de le confronter délicatement à ces animaux pour que la curiosité l'emporte sur la peur. Et 6e, la peur de style « J'ai peur des autres ». Ça, c'est les enfants qui sont âgés autour de 7 ans. Arrivé le dimanche soir, il est nerveux, inquiet à l'idée de reprendre l'école le lendemain. Il éprouve des difficultés à se faire des amis, craint de se faire embêter par les autres.
Une des grandes erreurs que nous ayons fait en tant qu'adultes, c'est de mettre des enfants du même âge ensemble sans leur apprendre à se comporter avec les autres en société. Toujours d'après Mme Filiosa. Certains développent une véritable peur à l'idée d'évoluer avec leurs petits camarades. Pour le rassurer, proposez à l'enfant un petit objet comme une pierre à se faire des amis. Expliquez-lui qu'au centre, il y a plusieurs choses de précieux. Cette chose inestimable représente son cœur, mais on ne peut pas le voir de l'extérieur. Dites-lui de serrer cet objet magique quand il va voir d'autres enfants et qu'ainsi, ils verront tout de suite ce qui est beau en lui et inversement. Ainsi, il prendra confiance et aura moins de crainte à l'idée d'aller vers les autres. La psychologue Florence Milo définit la peur comme une sensation de crainte liée à une image réelle. À l'inverse, l'anxiété ne se base sur aucune image réelle. Elle est donc irrationnelle. Avec l'anxiété, l'enfant finit par ne plus comprendre pourquoi il a peur. Enfin, l'angoisse se différencie de l'anxiété par les modifications physiologiques qu'elle entraîne dans tout le corps. Elle se caractérise par l'intensité du malaise psychique et physique ressenti. Et moi, je peux rajouter que ça peut être très intense. Effectivement. Maintenant, 5 erreurs à ne pas commettre en tant que parent. Premièrement, exposer de force l'enfant à l'objet de sa peur. Il est inutile d'ajouter un traumatisme. Ou deuxièmement, le surprotéger, car cela confirme à l'enfant son impuissance. Troisièmement, le rassurer par des mots qui ne sont pas ceux de l'enfant. Quatrième erreur, celle de minimiser. L'enfant se croit alors trop sensible et se dévalorise. Et la dernière erreur à ne pas commettre en tant que parent, exagérer. Dire, par exemple, mon pauvre petit, c'est terrible, face à une peur qui n'est pas insurmontable, est contre-productif. L'enfant n'est pas dupe et il risque de se sentir déconsidéré. Bien, merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet. Aider notre enfant à vaincre ses peurs. Merci. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Avant de terminer ce rendez-vous, merci beaucoup Pierre pour ton travail en régie ainsi que pour tes blocs espresso et espresso allongé. Ben, bienvenue mon cher. Ton sujet était aider notre enfant à vaincre ses peurs. Alors beaucoup de trucs intéressants qu'on a pris en note. Nos invités en début d'émission, Marie-Ève Vautrin-Nadeau et Émilie Jornet, nous ont parlé de l'ACSM filiale de Montréal. Notre chroniqueuse Catherine Stassin nous a emmené son sujet TikToker pour la santé mentale. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.